hors champ. Hors champ, bonsoir à toutes et à tous. Un hors champ ce soir exceptionnel puisqu'il est enregistré à l'université de Princeton dans le bureau de Joyce Carol Oates. Alors Joyce Carol Oates, merci infiniment d'avoir accepté cet entretien. Je voulais savoir qui vous étiez, si vous étiez Joyce Carol Oates, si vous étiez Joyce Smith, si vous étiez Rosamond Smith, si vous étiez Lauren Kelly ou si vous étiez Elmore Leonard. Quel est votre vrai nom? Mon nom de plume, bien sûr, c'est Joyce Carol Oates. Mon nom véridique, c'est Joyce Smith. Et je me suis remariée à Charles Gross et je suis par conséquent Madame Charles Gross. Mais la plupart du temps, je m'appelle Joyce Carol Oates. Et pourquoi avez-vous, comme Pessoa, changé de nom pour pouvoir écrire différents genres littéraires? J'ai commencé toute une série de romans sous le nom de Rosamond Smith parce que je voulais me différencier de mon œuvre littéraire. En général, c'est des pièces courtes et cinématographiques, alors que mon œuvre littéraire est plus de nature sociologique, culturelle, complexe. Il y avait une différence de genre. Comment avez-vous su que vous étiez possiblement un écrivain? C'est en écrivant votre première nouvelle? Non, je n'ai jamais véritablement pensé que j'étais un écrivain. Quand j'étais petite, j'ai commencé à écrire, à raconter des histoires et avec l'âge, j'ai commencé à utiliser beaucoup de mots. Ma grand-mère m'a donné une petite machine à écrire, j'ai commencé à taper à la machine. La transition s'est faite en douceur et je n'ai jamais pensé que j'étais une écrivaine, mais j'écrivais toujours. Donc c'est votre grand-mère qui vous a donné confiance en vous? Je ne sais pas si ma grand-mère m'a donné la confiance d'écrire. En tout cas, j'étais toujours en train de raconter des histoires et d'écrire des histoires, comme tout le monde d'ailleurs. On raconte tous des histoires. On est une espèce qui raconte des histoires. Certaines histoires sont très compliquées, sont complexes, sont très belles, et ça peut devenir à ce moment-là de la littérature plutôt que de simplement un récit. Mais ma grand-mère et mes parents m'ont toujours soutenue sur le plan affectif. Vous souvenez-vous de votre émotion quand vous avez appris que votre première nouvelle allait être publiée, Joyce Carol Oates? Quand mon premier livre a été accepté, j'étais vraiment enthousiaste. Je me suis presque évanouie. Mon cœur battait très fort, j'ai ouvert la lettre et ma vie complète a changé là. J'étais une jeune épouse à l'époque, j'ai appelé mon mari, j'ai lu la lettre au téléphone et ça a été un jour merveilleux pour moi. Dans quelles circonstances avez-vous rencontré votre mari qui tient une très grande place dans votre vie, qui est mort en 2008, sur lequel vous avez publié un livre extraordinaire, qui est le dernier livre publié en France sous le titre « J'ai réussi à rester en vie ». Il s'appelait Raymond Smith et je crois que vous l'avez connu très jeune quand vous étiez encore étudiante. J'ai rencontré mon mari Raymond Smith quand j'étais très jeune. J'avais 21 ans et lui avait 30 ans. Nous nous sommes rencontrés à l'université du Wisconsin à Madison. J'étais vraiment très seule là-bas. J'étais perdue dans cette grande université et lui était très gentil, très attentionné. Il était un étudiant plus âgé. Il faisait des études en anglais. Moi, j'étais une jeune étudiante et il m'a vraiment beaucoup expliqué de choses et ça a été une relation très romantique pendant 47 ans. Au début de votre relation amoureuse, vous étiez la femme du professeur, puis après, c'est Raymond qui est devenu
le mari de l'écrivaine, non? Non, mon mari a toujours été rédacteur et éditeur. Il était très connu et très apprécié et un professeur à l'université. Et moi aussi, j'étais professeur. Nous enseignions en même temps. Raymond Smith, votre mari, a dirigé une revue, Ontario Review of Books. Il a été éditeur, un éditeur très important. Nous allons écouter la voix de Claude Simon que vous avez publié tous les deux, avant même qu'il ait le prix Nobel. Objectivement, je ne connais rien du monde et je ne peux rien en connaître. Je ne suis pas Dieu, il n'y a que Dieu qui connaît le monde d'une façon objective, n'est-ce pas? S'il existe. Moi, en tant qu'homme, j'ai une vision faussée de tout. Et tout ce que je peux faire, c'est de tâcher de rapporter avec le plus d'exactitude possible cette vision que j'ai eue, qui est une vision entièrement subjective et fausse. Si j'interroge un lecteur qui lit un roman de Claude Simon pour la première fois, que je lui demande ce qu'il frappe, eh bien, j'ai déjà fait l'expérience, en m'adressant à des individus de niveau culturel très différents. La remarque que tous paraissaient faire, c'est que Claude Simon veut tout dire à la fois. Il est obligé d'organiser dans le temps la suite des mots. Il est aux prises avec une organisation qui est temporelle, et moi qui lis, ce n'est pas moi qui parle, c'est celui dont je parle qui lit moi. Et moi qui lis, je sens la volonté de tout dire à la fois, de montrer ce que l'on voit, de faire entendre ce que l'on entend. Est-ce que vous êtes d'accord? Absolument d'accord. Et c'est la grande difficulté que j'éprouve. Et c'est là, en ce qui me concerne, je crois que là, je me sépare un peu. Parce que là, ça vous sépare de Rob Grillet, ça me sépare de Rob Grillet, ça vous sépare de tous les autres. Et c'est là que j'ai la grande difficulté, parce que le roman traditionnel, en somme, pour lui, le problème était simple. Il s'agissait d'exprimer des choses qui se déroulaient successivement, donc qui se déroulaient dans le temps, et on les exprimait successivement, en les mettant à la suite des autres. Or, j'ai le sentiment, quand je travaille un livre, plutôt quand j'ai l'idée d'un livre, j'ai plus que sentiment, c'est une sorte d'éclat. Enfin, j'ai raconté dans plusieurs interviews, ça s'est passé exactement comme ça. Pour La Route des Flandres, je venais de finir L'Herbe, j'avais travaillé la dernière correction, j'étais avec mon éditeur, j'étais dans un car qui nous ramenait d'Étretat. Il me dit, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Je lui dis, je pense à un roman maintenant. Au moment où j'ai dit ça, dans un dixième de seconde, j'ai tout vu. Mais alors, est-ce que vous accepteriez qu'on dise que le roman, c'est un instant et toujours? Pour moi, oui. Pour moi, oui. Je crois de plus en plus, pour moi, oui. Maintenant, il y a... Alors, moi, je me dis que c'était peut-être aussi comme ça pour Stendhal. Je crois que c'était comme ça. On l'a dit à propos de Dostoïevski. On a dit que tous les romans de Dostoïevski, ces énormes romans se déroulaient en un dixième de seconde. Ça, c'est Gide, je crois, qu'il avait observé. Il n'y a même pas de temps du tout. À propos de Dostoïevski, n'est-ce pas? Il avait observé. Pour moi, je l'ai senti avec une intensité, particulièrement à propos de La Route des Flandres. Parce que ce n'est pas du tout une histoire, c'est uniquement un faisceau de sensations, de visions, les unes réelles, les autres imaginaires, qui sont venus se grouper autour d'un fait central qui était la mort de cet officier devant moi. Alors, autour de cette mort, tout un faisceau est venu se grouper, dans un seul instant. Et alors, il a fallu que je traduise ça dans le temps, alors que c'était simultané. Comment avez-vous découvert l'écriture de Claude Simon, Joyce Carol Oates? Je ne sais pas exactement comment nous l'avions découvert. Je crois que c'est son agent qui nous a envoyé son livre. En tout cas, on était très désireux de le publier et très peu de temps après, il a remporté le prix Nobel. On était les seuls éditeurs américains à l'époque à avoir le roman de Claude Simon en français et c'était vraiment superbe. Comment avez-vous conçu votre entreprise littéraire? Vous avez écrit plus de 80 livres, aussi bien des livres de fiction, un journal, des livres de dissertation sur l'écriture, des romans policiers, des pièces de théâtre, des livres pour enfants. Est-ce que c'est par intuition que vous procédez ou est-ce que vous avez un plan d'un livre après l'autre dans un genre différent, Joyce Carol Oates?
Je ne pense pas que beaucoup d'écrivains ou d'artistes aient un plan à long terme, un plan de vie. En fait, on s'occupe d'un projet de manière très intense pendant un certain temps et le projet suivant peut être tout à fait en contraste. Si un roman est court, le suivant peut être un peu plus long. Si l'un est réaliste, l'autre peut être un peu plus surréaliste. C'est difficile de planifier au-delà de 3 ans. Moi, je crois que je n'ai jamais vraiment élaboré un plan comme ça à vie. Vous avez beaucoup d'imagination et je voulais savoir si votre imaginaire, vous le puisiez dans vos rêves la nuit ou si c'était devant la page blanche. Comme tout écrivain, j'ai des idées qui viennent de plusieurs sources. Quand on écrit un roman, eh bien, c'est comme une rivière avec beaucoup d'affluents. Il y a des choses dont je me souviens de mon enfance, d'autres choses qui m'ont été dites, d'autres choses que j'ai lues dans les journaux, d'autres choses que j'ai expérimentées, d'autres choses qui viennent d'un rêve ou bien d'un rêve éveillé ou de mon imagination. Quand j'enseigne à mes étudiants, je leur dit que c'est important évidemment d'avoir un plan, une histoire, des personnages et ces personnages ont leur propre histoire et finalement l'histoire d'ensemble se dégage de tous ces personnages. Vous imaginez ce que disent ces personnages, comment ils interagissent. Donc vous utilisez votre imagination pour ensuite élaborer le récit. Vous dites que votre enfance est morte dans votre journal. Alors qu'en fait, votre enfance, je pense, est présente encore dans votre écriture et d'autre part, dans vos récits, dans vos romans, les enfants sont les héros. J'aime beaucoup les enfants. Est-ce que j'ai dit que mon enfance était morte? C'est étrange, je ne me rappelle pas avoir dit ça. Je ne sais pas pourquoi j'aurais dit ça. Parce que mon enfance est très vivante dans ma mémoire. Donc, je ne sais pas d'où ça vient véritablement. Dans votre dernier livre publié en France, Comment j'ai réussi à rester en vie, on s'aperçoit que vous faites un travail de mémoire justement à l'intérieur de votre enfance et de l'enfance de votre mari, Raymond Smith, et que vous avez en commun tous les deux une histoire très douloureuse de sœur. Tous les deux, vous avez eu une sœur qui a eu des problèmes. Acceptez-vous d'en parler, Joyce Carol Oates? Mon mari et moi-même, nous ne parlions pas beaucoup de son passé. Je crois que c'est parce que j'étais une jeune épouse et par conséquent, notre relation était telle que nous n'étions pas vraiment sur un pied d'égalité. J'ai toujours pensé que je ne pouvais pas lui poser certaines questions. Mais plus tard, dans notre vie commune, je me suis rendu compte qu'il avait une sœur plus âgée qui était schizophrène et ses parents étaient catholiques. Ils ont fait appel à un exorciste. C'était assez primitif et étrange. Et ça n'a pas marché. Elle était encore déséquilibrée, elle était fragile sur le plan émotionnel et ils ont décidé de lui faire subir une lobotomie avec des dégâts irréversibles au niveau du cerveau. Elle a perdu sa personnalité et elle est devenue un véritable légume. Elle s'est trouvée dans une institution et il avait des sentiments terribles. C'était des souvenirs vraiment très douloureux. Mon expérience n'a pas été aussi douloureuse. Ma sœur est autiste, elle a 18 ans de moins que moi et le diagnostic a été fait à l'âge de 11 ans. Depuis, elle a été placée en institution, mais elle était heureuse parce qu'elle était avec des personnes comme elle. Elle n'avait pas le stress du monde extérieur. Quand les personnes sont dans leur propre environnement, entre autistes, et ils ne sont pas malheureux. Ils sont malheureux dans le monde extérieur parce qu'il y a vraiment trop de stress pour eux. Donc ce n'est pas aussi douloureux comme expérience. Évidemment, c'était triste pour mes parents, mais ils l'aimaient et je pense qu'elle les aimait. Quand on lit votre dernier livre et qu'on est en face de vous, Joyce Carol Oates, je suis, comme beaucoup de Français, très amoureux de votre littérature et j'ai lu pratiquement tous vos livres. Et qu'on sort de votre dernier livre qui raconte comme un journal
quasiment heure par heure les circonstances de la disparition de votre mari et puis toutes les phases successives pour réaliser la mort de l'être le plus proche de vous, on se demande comment vous avez pu colmater le temps. Est-ce que l'écriture a été un remède pour votre douleur? Je n'étais pas capable d'écrire de la façon habituelle. C'est pour ça que j'ai utilisé le journal. Souvent, j'avais des problèmes de sommeil, donc je rédigeais mon journal page après page. Je ne savais pas de quoi serait fait le lendemain. Je me sentais abandonnée, très seule. Je n'étais pas sûre de vouloir continuer à vivre. Je ne pouvais pas imaginer l'avenir. Je ne pouvais pas penser au lendemain où j'avais besoin de ce journal. Je ne pouvais pas écrire un roman parce que pour écrire un roman, il faut se projeter dans l'avenir. Et après 1 an, j'ai relu ce journal, je l'ai remanié, j'ai procédé à des chapitres, si vous voulez. C'était une sorte de mémoire. J'ai fait de l'assemblage, mais par rapport à ce que j'avais écrit. Ça a été évidemment très thérapeutique. C'était bon pour moi parce que j'ai reçu des lettres magnifiques des lecteurs. Et récemment, j'ai reçu une lettre d'une écrivaine en France et elle disait qu'elle était veuve et qu'elle s'est complètement identifiée à mon livre et j'ai ce genre de lettres pratiquement tous les jours. Et en fait, l'acte d'écrire est un acte de communication. Ça permet d'aller vers les personnes. Et une personne aujourd'hui m'a écrit dans une lettre que mon livre lui avait permis de revivre. Et c'est fantastique. Elle a lu mon livre, elle a lu la dernière ligne en disant que le devoir d'une veuve était de vivre, de se maintenir en vie et ça l'a beaucoup aidé. Donc je pense que l'acte d'écriture est un acte de communication. Mais du coup, vous avez reçu beaucoup de lettres à la suite de votre livre et vous ne pouvez pas vous occuper de tout le monde. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce livre, c'est que vous allez recommencer ce que Raymond faisait. Par exemple, le jardin, le jardinage. Est-ce que vous continuez à jardiner ? Je voudrais répondre à la première partie de votre question. D'abord, je réponds à toutes les lettres, à tous les courriels. Tous, oui, tous, sans exception. Pourquoi? Parce que ce sont des mots qui viennent du cœur. C'est très beau, donc j'y réponds. Et j'ai un jardin, ce n'est pas un jardin qui est aussi grand que celui de mon mari avec tant de légumes, mais en tout cas, j'en ai quelques-uns et c'est une commémoration de son jardin, en quelque sorte. Je poursuis ce qu'il a fait. Votre mari avait commencé à écrire un texte qu'il n'a jamais terminé et à un moment, vous vous demandez si vous allez terminer le texte de Raymond Smith. L'avez-vous fait finalement, Joyce Carol Oates? Oh non. Mon mari avait écrit un roman quand il était assez jeune. Je l'ai lu. Évidemment, c'était très émouvant. Mais ce n'est pas possible pour moi de terminer ce roman. Et il n'y a aucune raison de le publier. Ça ne serait pas une bonne idée, d'après moi. C'était un roman d'un jeune homme avec beaucoup d'antagonisme par rapport à sa famille catholique. Ça remonte aux années 60. C'est une période quand même qui remonte très loin. Et je ne pense pas que ce soit très pertinent pour la période actuelle. En tout cas, j'étais très émue de le lire. Vous parlez beaucoup dans votre journal des écrivains et des amis qui comptent beaucoup pour vous. Nous allons écouter la voix de Susan Sontag. Quand j'étais très jeune, je pensais que les adultes étaient paresseux. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être c'était ma mère plutôt qui était toujours allongée sur quelque chose. Un lit, n'était pas malade, mais elle était sûrement déprimée. Un lit ou une chaise ou je ne sais pas. Elle avait très peu d'énergie. Alors pour moi,
l'idée d'aventure, d'énergie, des vies multiples avec des formes d'intensité multiples, les désirs, les avidités dans tous les sens. C'était mon idée d'être adulte, d'être libre d'être adulte. Et j'avais l'idée que la vie d'un écrivain était une voie pour assumer et pour justifier, si vous voulez, l'état de désir multiple, d'intensité multiple, etc. Et c'était par les livres que toutes mes idéaux sont venus. Et plus tard, quand j'avais 13 ans, j'ai lu les journaux d'André Gide. Et ça m'a donné une idée de l'écrivain qui m'a beaucoup marqué. Qu'un écrivain est quelqu'un qui se lève le matin, qui lit du Stendhal, après il va au piano et il joue de Beethoven, après ça il déjeune avec d'autres écrivains, après ça il va à une galerie, il voit des peintures, après ça il va à un concert, après ça... Et il voyage beaucoup, c'est-à-dire qu'un écrivain c'est quelqu'un qui s'intéresse dans tous les arts, dans la politique, dans bien entendu la psychologie des gens, c'est quelqu'un passionné partout. Et ça, je crois, on découvre des idées qu'on a déjà en soi. Évidemment, j'aurais pu lire le journal de Gide en disant ça c'est très bizarre ou ça c'est trop... parce qu'il y a d'autres écrivains, évidemment, qui n'ont pas cette idée de la vie d'un écrivain, mais pour moi, c'était un synonyme d'avidité et d'enthousiasme, de désintérêt. Mais c'est tout était par les livres. Quel lien aviez-vous avec Susan Sontag, Joyce Carol Oates? Dans les années 80, j'étais très proche d'elle à New York et puis nous nous sommes éloignés. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Je l'ai toujours beaucoup admirée. Je sais qu'elle m'a mentionné dans son journal, il y a une petite page qui m'est consacrée et c'est très émouvant, évidemment. Elle était souvent à Paris, elle voyageait beaucoup et quand elle était à New York, elle avait toujours beaucoup de choses à faire. Elle est venue une fois à Princeton et je l'ai vue pour le dîner. Mais quelque part, nous avons suivi des directions différentes. Elle était très occupée. Moi, j'ai toujours beaucoup admiré. Vous aussi, vous êtes très buzzée. Je ne serais jamais suffisamment occupée pour ne pas voir Susan. En tout cas, elle était trop occupée. Elle était souvent en train de voyager. Mais l'amitié est très importante pour vous. Vous parlez beaucoup de John Updike, notamment. Vous parlez de John Didion. Et on a l'impression que vous faites partie d'une communauté d'écrivains. Alors que quand on vous lit, au contraire, on a l'impression que vous êtes toute seule. Ici, à Princeton, il y a un petit cercle d'écrivains et j'ai des liens d'amitié avec Edmund White de New York. Je suis aussi amie avec Russell Banks, qui est très connu en France, ainsi qu'avec Richard Ford. Ce ne sont pas des voisins. Mais j'échange des courriels, je les vois de temps à autre. Et j'ai aussi des amies femmes qui enseignent, qui sont écrivaines. Donc effectivement, j'ai autour de moi un petit cercle d'écrivains, de professeurs, de bons amis. Il y a une personne qui est psychothérapeute. Il y a une passion aussi qui accompagne votre vie depuis longtemps, c'est la musique. Vous jouez du piano, Joyce Carol Oates, et particulièrement Chopin. Nous allons écouter un nocturne.
Vous avez appris le piano? J'ai suivi des cours de piano pendant 10 ans et après, en tant qu'adulte, j'ai continué encore 2 ou 3 ans. Mais je suis qu'une amatrice. En fait, si vous voulez exceller dans un instrument de musique, vous devez jouer tous les jours. Il faut pratiquer au moins 2 heures par jour. Et moi, je n'ai pas le temps pour cela. En tout cas, j'adore écouter de la musique. J'écoute souvent des œuvres à base de piano. J'aime aussi les ballades folkloriques, de la musique populaire aussi. Est-ce que vous continuez à marcher toujours autant? Parce que la marche est quelque chose de très important pour vous. On a l'impression que c'est en marchant que vous pensez à vos histoires, Joyce Carol Oates. Oh oui. Oui, je me promène et je cours. J'essaie de courir tous les jours. Aujourd'hui, c'est une belle journée, mais j'avais des cours.
En tout cas, je cours. Hier, par exemple, j'ai couru 1 heure. J'aime marcher, j'aime courir pendant 1 heure quand le temps est ensoleillé dans la campagne. J'adore cela. Ça me permet effectivement de réfléchir. Ça m'aide beaucoup. Vous pouvez réfléchir à votre écriture tout en marchant. Vous vous intéressez aussi beaucoup à la boxe. Vous avez fait un livre magistral sur la boxe. Et quand on vous voit, quand on est en face de vous, on a l'impression d'un tout petit oiseau fragile. Alors vous êtes plutôt une sportive qu'une cérébrale ? Je me suis intéressée à la boxe parce que mon père m'a emmenée à des matchs de boxe quand j'étais petite, vers 10 ans, 11 ans. J'ai trouvé cela vraiment très spectaculaire avec tous ces hommes et mon père a été le point d'entrée. C'est lui qui m'a emmenée voir ces matchs de boxe. Je n'y aurais pas été toute seule. Et en fait, quand j'ai écrit ce livre sur la boxe, c'était un petit peu en mémoire de mon père. Et les personnalités de ces boxeurs sont assez fascinantes. Des personnalités incroyables telles que celle de Mohamed Ali, une personnalité incroyable, ou Jack Johnson, le premier noir poids lourd, incroyable, Mike Tyson. Ce sont des personnes vraiment très intéressantes, des personnalités très fortes. J'ai rencontré Mohamed Ali et Mike Tyson. Et j'ai écrit au sujet de Mike Tyson. J'ai fait une interview pour Life Magazine. Et j'ai écrit peut-être 2 ou 3 articles en ce qui concerne Mike Tyson. J'ai été le voir lors de ses matchs et je connaissais bien son manager. On a été le voir à New York. J'ai rencontré Mohamed Ali 1 fois. Les autres boxeurs, je ne les connaissais pas. Mais j'ai vu des films des autres boxeurs. Alors, dans votre œuvre, Joyce Carol Oates, il y a beaucoup de livres qui sont inspirés directement de la réalité américaine. Il n'y a pas seulement Blonde à propos de Marilyn Monroe, le plus beau livre sur Marilyn Monroe qui ait jamais été publié. Dieu sait qu'il y en a beaucoup, beaucoup en France. Mais il y a aussi d'autres livres, notamment sur Ted Kennedy et les circonstances tragiques de la disparition de sa compagne, et puis sur la disparition de cette petite fille qui a été hyper médiatisée. Comment alimentez-vous votre imaginaire à la réalité américaine ? Quand je regarde des événements historiques comme ce qui s'est passé pour Ted Kennedy ou Marilyn Monroe, je contemple cela sous l'angle du conte de fées. J'extrais, si vous voulez, la substantifique moelle et en fait, pour Marilyn Monroe, elle venait d'une catégorie sociale assez basse et elle est devenue une actrice très belle, magnifique. Et elle a été détruite par son entourage qui l'a utilisée, exploitée. Et pour moi, Marilyn Monroe représente une personnalité plutôt qu'un individu. C'est un type. Et quand on voit Ted Kennedy, j'ai écrit sur Ted Kennedy, Mary Jo, j'ai expliqué comment les politiciens peuvent exploiter les gens. On croit dans nos hommes politiques, mais ça peut être très trompeur. Donc j'essaie de voir cela sous l'angle conte de fées. Est-ce qu'on peut dire que vous avez un style hyper réaliste ou un style néo-gothique ? Je crois que mon écriture est empreinte de réalisme psychologique. C'est une médiation. Ce sont les voix de mes personnages, de leurs pensées. Ce n'est pas ma propre pensée. Parfois, les rêves interfèrent, c'est peut-être un peu surréaliste, mais la plupart du temps, c'est du réalisme psychologique et du réalisme historique aussi. Quels sont vos modèles littéraires? Je ne crois pas que vous ayez des modèles littéraires, mais quelles sont vos sources d'influence ou peut-être d'inspiration? Vous dites beaucoup que vous aimez Beckett, que vous aimez Faulkner, que vous aimez Hemingway, mais aussi que vous aimez la littérature française, Marcel Proust, Colette et Flaubert, je crois.
C'est difficile d'établir un ordre de priorité parmi tous ces auteurs. J'adore James Joyce, Thomas Mann, Stendhal, Flaubert, Marguerite Duras, extrêmement compétente, et Colette, Sartre, Camus, D.H. Lawrence et d'autres écrivains américains. En fait, j'enseigne Flaubert, Madame Bovary à l'université, Camus, Sartre, avec aussi les nouvelles. En fait, ça fait des années et des années de lecture derrière moi. C'est assez complexe. Mais vous n'aimez pas beaucoup Simone de Beauvoir. Je n'ai pas beaucoup lu des œuvres de Simone de Beauvoir. J'aurais dû. J'ai ces livres. J'ai Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Évidemment, c'est une traduction, mais cette traduction ne semble pas peut-être aussi bonne que peut-être son œuvre originale. En tout cas, je n'ai pas beaucoup aimé la traduction. Il y a chez vous, Joyce Carol Oates, un désir de tout dire au lecteur. Est-ce vrai? En tout cas, c'est la sensation que nous avons quand nous vous lisons. Dire toute la vérité. Oui, tout à fait. Je veux tout placer dans le contexte et mettre en lumière le personnage et le montrer de manière sincère, être au cœur des choses et des êtres. Il faut que tout soit complètement ouvert, véridique, et il faut aller au cœur même des choses. Mais vous dites que vous n'êtes jamais contente de vous. Vous êtes heureuse quand vous écrivez, mais vous n'êtes pas très heureuse quand vous avez finalement publié le bouquin. Ce n'est pas toujours le cas. Je suis mécontente souvent quand je lis une page et à ce moment-là, je relis la page et je retouche, je change ceci, cela. Et très souvent, je change beaucoup de choses dans un roman. C'est un processus qui est lent, c'est difficile. Et finalement, quand il est publié, je suis déjà depuis un certain temps sur un nouveau projet. La plupart des écrivains veulent aller de l'avant. À un moment dans votre journal, vous dites que vous avez eu une crise mystique dans les années 70. Est-ce que vous vous souvenez de ce moment et est-ce que ce moment de crise mystique a laissé des traces en vous en 2012? Je me rappelle cette période, c'est très clair dans ma mémoire. Il s'agissait d'un moment très profond, très psychologique. C'était comme si j'étais reliée à l'univers. Je ne sais pas ce qui a provoqué ce moment-là. En tout cas, ça m'a apporté du calme, un sentiment de quiétude. Nos vies sont telles qu'elles sont et nous devons accepter les choses telles qu'elles se présentent. Une sorte de sentiment de résignation et de bonheur. Je me sentais heureuse. Je pensais que je pouvais mieux bénéficier de la vie. Et j'ai essayé de mettre cela aussi dans mon écriture. Depuis, évidemment, j'ai perdu souvent ce sentiment. Je ne l'ai plus toujours. J'ai des humeurs qui changent. Parfois, c'est plus difficile d'écrire pour moi. Parfois, c'est plus difficile de vivre. Mais en tout cas, je peux me rappeler de cette vision, de cet épisode, même si je ne le ressens plus forcément toujours. Vous venez de publier il y a quelques jours un livre aux États-Unis qui n'est pas encore traduit en France, qui s'appelle Mud Woman. Et vous avez élaboré un personnage de femme qui a des responsabilités très importantes. Comment et à partir de quels éléments avez-vous inventé ce personnage qui semble si vrai, Joyce Carol Oates? Une femme qui réussit comme, je ne sais pas, présidente d'une université. C'est assez inhabituel pour moi d'écrire sur une femme qui a tant réussi. Pourquoi? Eh bien,
Je voulais écrire sur quelqu'un qui a eu une dépression nerveuse, mais elle s'en est sortie, en fait. Je ne voulais pas simplement montrer quelqu'un qui souffrait de dépression nerveuse, je voulais montrer qu'elle pouvait triompher de cela. C'est une femme qui venait d'un milieu social très pauvre et qui a réussi à évoluer par son travail acharné, par son intelligence, par tous ses mérites. Et j'avais beaucoup de compassion pour cette personne. Vous allez peut-être devenir présidente de cette université où nous sommes. Peut-être la fiction va rejoindre la réalité. Oh non, non, je ne suis pas quelqu'un qui aime l'administration. Je suis quelqu'un de solitaire, qui aime écrire. Je ne suis pas quelqu'un qui serre les mains. Vous avez besoin d'une personnalité tout à fait particulière pour cela, pour être président d'université. Quelqu'un comme Bill Clinton, qui serre les mains, ou Obama, qui adore les bains de foule, qui adore être leader. Mais la plupart des artistes ne veulent pas de cela. Vous connaissez Philip Roth? Eh bien, Philip, il adore rester chez lui. Il est casanier, il adore la campagne. Il ne veut pas du tout rencontrer des gens. Il écrit ses livres et c'est ça sa vie. Et vous, là maintenant, vous allez rentrer chez vous pour travailler? Nous avons un événement qui s'appelle University Lectures Series. Je suis très souvent impliquée dans ce type d'événement. Il va y avoir un dîner sur le campus et je vais rencontrer la personne qui donne la conférence. Parfois, je présente ce conférencier au public. Ça peut être un auditoire de 500 personnes, mais aujourd'hui, je ne vais pas le présenter. Je vais juste assister au dîner. Et puis, quand je rentrerai, je vais me relaxer. Et demain matin, j'écrirai. En général, j'aime écrire tôt, vers 7 heures du matin. Et je cours l'après-midi seulement, jamais le matin. Vous semblez heureuse maintenant, non? Je suis plus heureuse que je ne l'ai été. Quand j'ai perdu mon mari, j'étais malade aussi physiquement. J'étais fatiguée, très déprimée quand vous perdez quelqu'un. Et non, je ne suis plus comme cela. Je suis raisonnablement heureuse. Merci infiniment, Joyce Carol Oates, pour ce moment que vous nous avez accordé. Merci beaucoup. Thank you. Merci à toute l'équipe de Heurs-Champ, merci à Didier Lagarde, Brigitte Bouvier, Nathalie Salle, Catherine Parent, Anne-Vanessa Prévost, traduction, Corinne Laloux. Vous écoutez France Culture, dans quelques secondes, les ateliers de la nuit.